J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, merci Marine. Et toi? Très bien, merci beaucoup. Avant que l'on aborde du coup la thématique des neurosciences, du comportement des consommateurs, etc., est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien? Je suis Bénédicte, je suis psychologue et designer du bouton pause du cerveau. C'est petit, petit environnement pour expliquer en fait que je suis psychologue, coach et je me spécialise aussi dans les neurosciences pour aider des personnes qui sont plutôt des personnes sensibles à mieux naviguer dans leur vie. Pour dire un peu plus qui je suis, mon quotidien, c'est effectivement gérer mes ados que j'ai en garde alternée une semaine sur deux. Quand je les ai pas et qu'il fait plutôt beau, je pars du côté de l'Atlantique. J'accompagne différentes personnes au quotidien. Je crée aussi des programmes et en ce moment, j'écris un livre en plus. Donc voilà. Plein de casquettes, c'est fou, tu fais mille choses en même temps. Euh, Oui, Aujourd'hui, du coup, on va se concentrer sur les neurosciences et le comportement oui. des consommateurs. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux me donner ta définition, qui est propre à Hmm. toi et à ta vision, des neurosciences? Alors, ma définition à moi, qui est quand même une définition assez simple, ou en tout cas assez commune des neurosciences, c'est l'étude du cerveau et du système nerveux qui va plutôt cibler les comportements, les émotions, les pensées. En gros, c'est l'étude de notre cerveau pour comprendre comment tout ça se crée et comment, en fait, parfois, certaines maladies, lésions ou même le stress et l'anxiété peut influencer ce fonctionnement. Incroyable. Je ne savais pas que le stress et l'anxiété pouvaient aussi avoir un impact. Pour les gens autant stressés que moi qui nous écoutent vont être ravis d'avoir cette information. Ouais. Ben si, parce qu'en fait, notamment dans les neurosciences, les neurosciences, on les fait notamment à partir de, par exemple, l'imagerie cérébrale, qui nous donne beaucoup de pistes, mais aussi, le cerveau est en contact direct avec le système nerveux. Le système nerveux fait même, enfin, le cerveau fait partie du système nerveux, c'est un système complet. Et en gros, on va sécréter des hormones, et les hormones du stress sont des hormones spécifiques qui forcément vont impacter plein de choses. Hyper intéressant. Du coup, j'ai bien compris qu'il y a beaucoup de facteurs et d'impacts pour tout ça. Mm. Comment est-ce que notre cerveau réfléchit et va prendre des décisions d'achat, puisque aujourd'hui, on va vraiment parler de l'aspect des consommateurs, de par le fait que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, mais également de par la création de contenu. Comment est-ce qu'on peut comprendre un peu comment ça fonctionne quand une personne veut acheter quelque chose? Alors déjà, il faut savoir que chaque jour, on prend environ 35 000 décisions. Je pense qu'on ne se rend pas compte qu'on prend 35 000 décisions et c'est complètement normal parce que plus de 99% de ces décisions se font de façon inconsciente. Donc, en gros, par exemple, décider, tu vois, une décision pour le cerveau, ça va être notamment quand tu prends ta voiture, tu décides de tourner à gauche, la plupart du temps, tu te rends pas compte que tu tournes à gauche, que tu changes de vitesse, que tu mets ton clignotant, c'est des process inconscients. Mais on a quand même une certaine partie de décisions qui sont conscientes. Mais celles-là, eh ben, en fait, elles suivent un fonctionnement assez spécial. Et si je dis ça, c'est parce que pour expliquer que globalement, les décisions d'achat, on a beau croire qu'elles sont conscientes, elles sont quand même beaucoup, beaucoup influencées par énormément de choses inconscientes. Et je pense que c'est ça qui est important de comprendre et de visualiser. Ce qui va peut-être influencer nos décisions d'achat et les prises de décision, ça va être quelque chose qui fonctionne énormément chez tous les humains pour beaucoup de situations, c'est le système de récompense. Et du coup, en fait, quand on va sentir que quelque chose va nous faire plaisir, va être motivant pour nous, et du coup, sécréter une certaine hormone qui est la dopamine, et ce système de récompense va vraiment beaucoup fonctionner dans les décisions d'achat. Les émotions, évidemment, je pense que ça, on en a tous un peu conscience. Nos émotions ont une forte implication dans nos processus de décision d'achat. Je dirais aussi la mémoire, et ça peut-être qu'on ne le prend pas suffisamment en compte, mais par exemple, une expérience d'avant va avoir des influences pas forcément conscientes sur notre décision d'achat. Donc si par exemple,
on est dans un endroit où on a une expérience négative, sans qu'on s'en rende compte, ça va influencer notre décision d'achat. Je pense que ce qui joue aussi, ça va être les autres, donc l'influence sociale. Qu'est-ce que cet achat et cette décision d'achat va dire de moi? Comment elle va impacter mon image? Comment les autres vont percevoir cette décision d'achat? Ça aussi, ça peut impacter. Et puis, bah, je dirais peut-être que le dernier point que je vois, c'est notre capacité de reprendre le contrôle et donc du coup de faire partie de ces décisions à presque 1% conscientes, c'est vraiment avoir en fait finalement un espèce de petit feedback sur tout ce qui se passe et essayer de se poser ces questions, de quelle manière le système de récompense, mes émotions, ma mémoire et l'environnement influencent ma décision d'achat. Donc là, c'est un peu réallumer son cerveau conscient pour reprendre un peu plus de contrôle et être moins dirigé par tous ces process inconscients qui se font de manière automatique. Ouais, comme Ça répond à ta question. Ah oui, complètement. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on est dans du faire, faire, faire et de l'automatique. En fait, il y a plein de choses que l'on ne se rend pas compte, notamment quand on prend une décision d'achat, on se dit j'en ai besoin, je le veux. Au final, il y a toutes ces choses qui se cachent derrière et Mm. le cerveau était déjà probablement dans ce processus de décision. Est-ce que selon toi, le comportement que les gens vont avoir dans la vraie vie, dans une boutique physique, Mhm. serait le même que le comportement en ligne, parce que c'est vrai que généralement on fait souvent ce parallèle-là de il faut transposer notre vie réelle dans le digital, mais on voit également que certaines actions qui sont parfois très négatives sur le digital ne se transposent pas du tout dans la vraie vie, et encore heureux, j'ai envie de te dire. Mais du coup, c'est vrai qu'on distingue ici deux comportements. Est-ce que Mm. pour la décision d'achat et le comportement du consommateur, est-ce que c'est la même chose ou pas? Je pense que non, parce que je pense qu'effectivement, bah, déjà, l'environnement évolue, c'est-à-dire que, bon, alors effectivement, maintenant, l'environnement d'achat, quand on est en ligne, il n'est pas du tout contrôlé hein, par nous, enfin, par la personne qui vend. La seule chose qui est contrôlée, c'est ce qu'on va créer à travers notre visuel, euh, l'expérience utilisateur, etc. Mais dans un magasin, ben, je pense que ça, il y a eu plein d'études qui ont été faites au niveau marketing, etc. Où on sait très bien que on va positionner certains éléments à certains endroits pour orienter les gens. Et puis aussi, on peut voir que ben, il y a plein de stimuli qui peuvent être faits, ben, notamment maintenant, tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais dans les gares, souvent, ça sent le croissant, le pain au chocolat. C'est pas des vraies odeurs, c'est des odeurs de synthèse qui sont là pour nous donner envie de consommer, en fait. Et donc, clairement, en fait, peut être très influencé au niveau visuel, au niveau odorat, au niveau du toucher aussi, en termes physiques. Et ça, c'est beaucoup moins présent dans l'environnement en ligne. Donc, c'est quand même une grosse partie de notre environnement dans un magasin qui, du coup, n'est plus présent dans notre décision d'achat en ligne. La partie interaction sociale aussi, elle est complètement un peu gommée malgré par les chats ou les possibilités de robots qui vont pouvoir donner des réponses. Mais dans un magasin, clairement, il peut y avoir des interactions, soit avec les clients, soit avec les autres vendeurs, enfin les vendeurs. Clairement, tu sais très bien que si tu es dans un magasin, que tu hésites sur quelque chose, que le vendeur ou même un autre client va te donner une perception d'un produit, ça va vraiment influencer ton achat. Ça, c'est difficilement réplicable en ligne. Que je vois aussi, et ça, c'est quelque chose qui est assez important, c'est le fameux système de récompense. Et en gros, ben, la plupart du temps, quand tu achètes en ligne, tu ne bénéficies pas du produit immédiatement, en fait. Tu vas devoir attendre. Et du coup, ce petit effet de la dopamine là, qui te rend content et qui est la récompense, tu ne l'as pas complètement puisque tu vas pas avoir la capacité de toucher, d'avoir dans tes mains ton objet, ton produit, etc. Donc ça joue aussi. Je pense qu'il y a aussi la question de confiance qui peut jouer, c'est-à-dire que ben, sur l'achat en ligne, il y a quand même aussi pas mal même si les choses s'améliorent, mais il y a quand même encore pas mal de préjugés sur la question de la sécurité, de la confiance. Il faut laisser ses moyens de paiement, les questions de confidentialité. Ça peut aussi vraiment impacter les décisions d'achat en ligne et donc les rendre peut-être plus lentes et plus difficiles que dans un magasin physique, je dirais. C'est Ouais, peut-être incroyable. pas d'autres choses, je sais pas. Je Non, réfléchis. Est-ce que toi, en fonction de ce que je te dis, tu vois des choses ou est-ce que ah ben ça moi, te parle?
Ouais, ah ouais, complètement. Moi, je vois beaucoup parce que avec enfin, l'environnement dans lequel j'ai travaillé, qui est du coup le marketing de luxe, c'est vrai qu'on parle souvent, tu vois, des cinq sens, que ce soit du visuel, de l'odorat, du toucher. Et c'est vrai que quand on nous demande de transposer ça au niveau digital, c'est très compliqué. Et encore une fois, on va jouer du coup sur cette fameuse mémoire de répétition et d'être constamment en train de travailler sur différents points. Mais je trouve que l'exercice est plus difficile. Mm, Néanmoins, je suis convaincue que le physique a également beaucoup plus de défis et de challenges au niveau de mm, la vente, mais également au niveau de convaincre l'internaute que le digital. Je te donne un exemple, et encore une fois, ce n'est que ma perception, mais quand j'arrive devant l'étalage et que je vois toutes les marques de ketchup, par exemple, mm, ben, je sais que inconsciemment, mon choix va aller vers Heinz parce que j'ai été formatée grâce à leur communication, grâce à tout le travail qui a été fait au niveau digital, que c'était la meilleure marque. Par contre, si je pars sur, si on fait table rase de tout, et que je me retrouve face à une étagère où il y a 1000 trucs et je sais pas, en fait, je vais être dans d'une incapacité de décision, en ouais, fait, de ne rien acheter, tout simplement parce que je ne sais pas. Donc, je dirais que c'est un peu 50-50 dans le sens où les défis et les mm, comportements sont différents et du coup, nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, on doit aussi agir de la sorte. Et je trouve ça fou en fait que tu te donnais l'exemple de la gare parce qu'à aucun moment j'aurais imaginé, tu vois, que c'était des odeurs de synthèse. Est-ce que on sait qu'il y a les émotions rentrent en jeu dans mm, la création de contenu, dans notre communication, dans même le packaging hein, de comment est-ce qu'on va penser notre produit et tout. mm. Quelles sont, selon toi, s'il y en a, les émotions qui vont être mieux que d'autres, dans le sens où est-ce que c'est mieux de jouer sur la peur? Est-ce que c'est mieux de jouer sur le doute? Est-ce que c'est mieux de jouer sur cette fameuse récompense et du coup cette joie que qui va créer? Mm. Ou au contraire, il n'y a absolument pas du tout de différence et c'est en fonction des préférences de chacun et de chacune. Non, globalement, je pense que, enfin, peut-être qu'il faut distinguer les différentes phases de l'achat. Et je pense que globalement, plus tu vas être haut dans le tunnel d'achat, donc plus tu vas être loin de la décision finale, plus pour moi, c'est important. Et là, c'est à nouveau mon avis perso, hein, en fonction de je connais, parce que je suis psychologue, je m'intéresse énormément aux neurosciences, mais je suis pas non plus une experte à 100%. Donc, je transfère aussi ce que je comprends et ce que j'entends. Donc, voilà. Mais selon moi, plus on va être haut dans ce process d'achat, donc loin de la décision finale, plus c'est important de mettre en place des émotions positives, des émotions qui vont attirer l'attention. Donc ça peut être via certaines couleurs, etc. Après, plus tu vas te rapprocher de la décision finale, plus quelque part va peut-être falloir jouer un peu sur le sentiment d'urgence, sur l'aversibilité à la perte. Donc c'est l'idée de te dire, ben si je le fais pas maintenant, peut-être que je l'aurai pas ou je vais perdre une promotion, etc. Ça, c'est des techniques marketing. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que malgré tout, c'est important de jouer avec les émotions de façon éthique. Ça me semble réellement, enfin, ça, c'est vraiment quelque chose, un message que j'ai envie de faire passer. C'est pas d'utiliser ça comme des règles absolues et de les utiliser pour être dans la manipulation, mais pour être dans le vrai accompagnement et de faire en sorte qu'au final, notre client, il achète un produit qui lui corresponde. Parce que c'est facile, un truc, enfin c'est facile, c'est jamais si simple que ça, parce que voilà, mais clairement, ce que je t'ai pas dit dans mon introduction, c'est que quand j'ai fini mes études, donc j'ai étudié la psycho à l'école des psychologues praticiens à Paris, et je me suis spécialisée en marketing et communication. Donc j'ai vraiment étudié tous les mécanismes que tu peux mettre en place pour influencer le comportement du consommateur. Mhm. Et en fait, quand je suis sortie de là, j'étais ravie d'avoir appris tout ça pour comprendre comment tu pouvais être manipulé ou influencé, hein, tout dépend comment on place le curseur. Mais clairement, j'ai pas eu envie d'utiliser mes connaissances de psychologie pour venir manipuler le consommateur. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai eu envie d'aller parce que ça correspond pas à qui je suis. Après, je comprends très bien que c'est nécessaire, etc. Ce que je veux juste te dire, c'est que utiliser toute cette palette émotionnelle, donc de la joie, de l'envie, du plaisir, même par rapport à la société, de se dire je possède un objet où j'ai fait une formation, où j'ai travaillé avec telle personne et donc socialement ça me valorise, etc. Je trouve que c'est chouette et que ça peut vraiment aider la décision d'achat. Mais derrière, il faut avoir un produit, un service qui est en phase
avec ce qu'on a promis et qui est aussi en phase avec les besoins de notre client et de ce qu'on lui a fait percevoir comme possible émotion qu'il allait ressentir en possédant cet objet ou en suivant cette formation ou cet accompagnement. De toute façon, moi, je pars du principe que si c'est pas aligné, il va y avoir un problème plus ou moins proche avec le client. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi, je dis tout le temps que ce soit dans ma création de contenu, mais également dans les stratégies ou quoi que ce soit. Et c'est pas la première fois que vous m'entendrez dire ça. Je déteste travailler sur la peur. Parce que je pars Ouais. du principe que une personne qui a peur peut être une personne qui a une certaine détresse et qui cherche du coup une formule magique. Et Mm, c'est vrai que je ne vends pas de la magie et je vends encore moins des promesses farfelues. Et mm, c'est vrai que travailler pour moi avec la peur et attirer les gens avec la peur, c'est désaligner les attentes qu'on va avoir entre eux mm, et moi. Et ce que moi je vais promettre et ce que eux vont attendre de moi. Et ouais, en fait, c'est également des gens qui attendent toujours plus. Et c'est pas que c'est quelque chose de négatif ou de positif, pas du tout. C'est juste qu'en fait, il y a juste un désalignement qui se fait. Et ça peut provoquer certaines situations que l'on aimerait éviter. Est-ce mm, que directement je me suis rendu compte de ça? Absolument pas. Je l'ai travaillé aussi parce que, comme tu le dis, hein, ça fait partie des conseils de marketing que l'on nous apprend. Et c'est au fur et à mesure que vous affinez et qu'on comprend avec quelles émotions on veut travailler, quelles émotions on veut mettre en avant. Mais je sais que ça peut être un travail qui est très difficile, surtout si on essaye d'analyser le comportement de notre audience, qu'on veut maximiser nos ventes et qu'on est tout le temps en train de nous dire oui, il faut analyser, mais qu'on ne sait pas comment faire. Comment est-ce qu'on mm. fait? Est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des outils pour ça qui vont nous enfin, qui vont nous permettre de comprendre qui est réellement ce potentiel client? Comment est-ce qu'il va réagir? Mm. Est-ce qu'on a des indicateurs pour ça? Alors, je pense il y en a pas mal, mais il y a des outils qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Je sais qu'il y a des analyses de sites qui vont permettre de savoir comment les personnes vont regarder un écran, une page, etc. Bon, c'est pas accessible à tout le monde, donc, mais ça existe. Après, moi, je dirais que quelque part, c'est vraiment travailler aussi sur un peu son expérience client, essayer d'avoir des feedbacks, de pas hésiter à demander à des gens. Enfin, je sais qu'il y a des éléments hein, aujourd'hui. Quand on a des listes email, on sait qui clique sur quoi, etc. Et peut-être des fois d'aller poser des questions à nos clients en leur disant, bah, j'ai vu que tu avais cliqué et tu n'as pas acheté. Mon idée, c'est pas de te convaincre d'acheter à tout prix, mais c'est de comprendre ce qui a pu t'arrêter ou ce qui a pu finalement te faire douter, etc. Faire la même chose aussi avec les gens qui ont acheté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se baser uniquement sur les échecs, mais aussi les gens qui ont acheté, essayer de comprendre avec eux peut-être cette petite phrase qui a tilté. Et souvent, d'ailleurs, les gens me disent naturellement, ils vont me dire, ah oui, mais ça, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Et du coup, je sais, enfin, c'est comme si là, tu étais dans ma tête. Quand on entend ça, on sait que globalement, c'est qu'on a bien compris son client. Effectivement, on peut le faire dans l'après, c'est-à-dire analyser certains tunnels de vente, parce que dans nos tunnels de vente, on sait aussi à quelle étape s'arrêtent les consommateurs. Donc ça peut être tout ça, mais ça peut être vraiment en amont d'essayer d'affiner le plus possible sa cible, de mieux comprendre à qui on parle, d'utiliser aussi les mots que eux utilisent. Donc ça peut être beaucoup de questionnaires, d'enquêtes, d'entretiens qu'on fait avec des clients. Je pense que ça, ou des prospects, c'est des choses que souvent on néglige un peu. Enfin, on parle beaucoup de ce fameux persona que souvent on est frustré de faire. On se dit qu'est-ce que ça nous sert de savoir qui mange des dragibus ou des carensacs ou qui est vegan, ou etc. Bien sûr que ça joue. Après, clairement, plutôt que de rester dans sa tête, il faut se confronter un peu au monde, à notre communauté, à notre environnement, échanger avec les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ou ceux qui sont inscrits à notre newsletter, ou ceux qui ont déjà acheté, et essayer de comprendre ce qui les a motivés, ce qui leur a parlé, ce qui les a touchés, justement en termes d'émotions, puisque j'en reviens à ces fameuses émotions. Malgré tout, c'est quand même une immense part de nos décisions inconscientes d'achat. Donc, ça va être est-ce que c'était de la joie? Est-ce que ça a été finalement de la sérénité? Est-ce que ça a été peut-être, ça m'a intrigué? Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à creuser, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se connecte un peu avec moi. C'est d'essayer d'affiner, effectivement, de mettre des mots les plus précis possibles sur ce qu'on ressent. Moi, j'avais juste aussi envie de te redire par rapport à ta réflexion sur la peur. Mm. Je te rejoins. Personnellement, c'est pas du tout c'est pas du tout une émotion que j'aime utiliser et que je n'utilise pas d'ailleurs. Même la notion d'urgence,
j'aime pas trop l'utiliser parce que je trouve que ça peut vraiment, sur des personnes qui sont un peu vulnérables, venir presque les convaincre d'acheter alors que finalement, elles sont pas vraiment, elles sont peut-être pas prêtes ou elles ont peut-être pas le budget. Et du coup, ben, peut-être on peut les mettre dans des situations compliquées. Tout dépend après, effectivement, de la valeur de notre produit, de ce qu'il est censé promettre aussi, etc. Mais je sais que le cerveau est beaucoup plus attentif aux émotions négatives. Mais je pense qu'on a quand même, en tout cas dans beaucoup de business, que ce soit business en ligne, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, etc., ben, peut-être que on peut initier un mouvement un peu inverse Mm. et utiliser les émotions positives. Enfin, en tout cas, moi, c'est plutôt ce que j'ai envie de faire. Complètement d'accord. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont dire, ben, moi j'ai l'habitude de travailler sur cette fameuse urgence. Mm. C'est une chose que je vois partout, tout le temps. Ouais. Toi, du coup, pour contrebalancer ce système-là, pour commencer justement à inverser la tendance, être dans plus de Mm. la positivité, toi, comment est-ce que tu travailles? Quelles sont les actions que tu vas mettre en place? Par exemple, est-ce que tu as arrêté d'utiliser des chronomètres, tu sais, là, les trucs où il y a Ouais. une deadline? Est-ce qu'il y a certains mots que tu ne dis plus ou que tu évites de dire? Comment est-ce que ça se caractérise en Ouais. pratique? Effectivement, moi, j'utilise pas cette notion de chronomètre. Par contre, faut trouver un peu cette nuance. Moi, la notion de nuance, c'est une notion qui est extrêmement importante dans mes accompagnements, dans mon environnement, dans qui je suis aussi, parce que on pense beaucoup trop en noir, blanc. Mm, Et clairement, c'est pas parce qu'on n'a pas envie d'aller sur la vulnérabilité des gens et d'aller un peu les manipuler avec cette notion d'urgence qu'il faut pas l'utiliser non plus. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser, mais de façon éthique et bienveillante. C'est-à-dire que clairement, tu peux très bien dire, là, en fait, je rentre en phase de vente au niveau de... donc là, tu vas recevoir plein de mails de ma part. Si ça t'intéresse pas, si ça te parle pas, en gros, ben, tu vois, tu balances au départ ce que tu veux vendre avec quelque chose de clair. Si ça leur parle pas, tu leur laisses la possibilité de se désinscrire. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, pour moi, c'est vraiment clair de dire, je comprends que tu n'as pas envie et que tu es bombardé de plein de trucs, de propositions. Si c'est pas le bon moment pour toi, si tu n'as pas les ressources financières, etc., désinscris-toi, ça sert à rien de te laisser tenter sur quelque chose qui pourrait te tenter. Les chronomètres, comme je t'ai dit, je l'utilise pas. Mais par contre, comme je te disais, à un moment, c'est pas non plus la peine de s'interdire, de dire, ben, attends, demain les portes elles ferment. Je sais pas si cette formation je la referai, etc. C'est peut-être le moment d'utiliser effectivement ton cerveau plus cognitif et de te poser des questions. Dans ce mail-là, là, dans ce dernier mail, tu peux justement aider les gens à se poser des vraies questions sur leurs besoins à eux et l'adéquation que ton produit pourrait leur amener. Est-ce que oui ou non, finalement, cette décision, elle est rationnelle à X% et d'essayer d'amener à que cette décision soit peut-être le plus rationnelle possible pour cette personne qui a attendu le dernier moment. Certains ont juste besoin qu'on leur rappelle malgré tout parce que ben, on est tellement surchargé d'infos et de données que des fois on passe à côté et on peut être déçu. Et du coup, tu peux créer de la frustration chez quelqu'un qui a dit bah mince, je l'avais dans un coin de ma tête, mais le truc est passé et du coup, j'ai loupé alors que ça m'intéressait. Donc tu vois, c'est chaque, chaque médaille a son revers, donc il faut l'utiliser, je pense, avec éthique, authenticité, un mm. mot qui est un peu galvaudé, mais qui, moi, me parle encore beaucoup, et bienveillance, autant vis-à-vis de soi que vis-à-vis de ses clients. Parce que clairement, avoir, quand on est dans des formations ou dans des accompagnements de groupe, des gens que finalement on a un peu convaincus de façon pas forcément très saine, je vais dire, Ouais. pas certaine que ce soit positif pour toi, pour les gens qui font l'accompagnement et pour le client final, quoi. Complètement, parce que du coup, après, tu n'as même pas les bons retours. C'est-à-dire que si tu t'es donné, vraiment, t'as fait l'effort de demander aux gens, de comprendre un peu comment fonctionne ton tunnel. Moi, je suis totalement alignée avec cette idée de mettre des questionnaires, faire en sorte de donner la parole aux gens. Et quand bien même vous avez l'impression que vous l'avez déjà fait, moi, sachez que dans toutes les étapes de la Better Academy, à chaque fois, je demande dans quel état se trouve la personne, quels sont les mots qu'elle va utiliser, voire même, il y a un truc que j'utilise dernièrement qui fait vraiment la différence, c'est de demander à la personne quel a été le dernier achat business qu'elle a fait. Inconsciemment, elle va vous de répondre en toute honnêteté, et inconsciemment, vous, ça va vous donner à peu près le prix que la personne est prête à payer pour son business. Si la Mm. personne vous répond 80 euros alors que vous vendez des trucs à 5 000 euros, ben, vous vous rendez bien compte que là, c'est peut-être une raison pour laquelle vous ne vendez pas
ou parce que c'est trop cher pour elles, ou parce que vous ne ciblez pas les bonnes personnes. Mm. Donc en fait, il y a plein d'indicateurs ici qui nous permettent de fouiller. Et je suis assez d'accord avec toi dans le sens où quand on essaye de convaincre avec les mauvaises émotions, malheureusement, le résultat final ne va pas vous permettre de le mettre en avant parce que la personne n'obtiendra pas de résultat parce que ça va être désaligné. Donc en fait, il y a plein d'éléments ici que vous pouvez analyser de votre côté en vous remettant en question, oui, mais surtout en donnant la parole à l'autre. Et c'est vrai que sur cette notion-là, tu parles beaucoup d'hypersensibilité. Euh, Ouais. Comment on fait pour être rationnel dans notre business quand on a des émotions qui surplombent un peu tout, dans le sens où quand on a des éléments qui ne vendent pas, quand on va avoir un retour qui va peut-être être un petit peu plus incisif, quand on va avoir un commentaire négatif sur un contenu qu'on a créé, ou même une opinion contraire à celle qu'on aurait mis en avant, Ouais. on se remet constamment en question, on est constamment en train de se dire, oh là là, les gens m'aiment pas. Et au final, il y a vraiment ce combat émotionnel, rationnel qui rentre en jeu. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, déjà, tu sais, moi, enfin, je travaille avec des gens qui sont sensibles ou hautement sensibles. J'aime pas forcément, alors, je l'utilise forcément, puisque aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se reconnaissent dans le terme d'hypersensible. Mais je trouve que c'est important de noter, voilà, la sensibilité, c'est un continuum. Et en pot, il n'y a pas un endroit où soudainement tu passes de sensible à hypersensible. Donc, et la notion d'hyper sous-entend un peu trop. Ce qui, moi, me gêne, parce que finalement, la sensibilité, c'est un trait de caractère qu'on peut avoir de façon faible ou de façon forte ou de façon moyenne. Et en plus, on peut très bien avoir une sensibilité forte dans certains domaines de notre vie et peut-être un peu moins forte dans d'autres. Enfin, on a peut-être réussi à plus aplanir cette sensibilité dans d'autres domaines. Même si, bien comprendre qu'effectivement, la sensibilité forte, c'est quand même un fonctionnement particulier du cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas structurellement différent, mais il fonctionne de façon plus intense. C'est-à-dire que globalement, tu as une perception plus vaste, plus précise, plus accrue de tout ce qui se passe autour de toi via tes sens et en toi, parce qu'on a aussi des sens internes, hein, comme comment est notre corps, la chaleur, etc. Donc il y a quand même déjà plein de choses qu'on capte. Donc les sensibles plutôt hauts vont avoir ces perceptions plus fortes et en plus, ils vont traiter ces informations de façon plus intense et plus profonde. Donc ça veut dire que ils ont quand même une certaine fatigabilité parce qu'en gros, ça nécessite de la ressource cognitive et de la ressource de l'énergie de notre cerveau pour percevoir plus d'infos et les traiter de façon plus profonde. Donc déjà, une fois que tu as posé ça, déjà, rien que de le savoir, tu te dis, ah ok, ça explique beaucoup de choses. Donc du coup, utiliser en fait enfin, comment faire quand on est un entrepreneur sensible ou hypersensible, eh ben, c'est déjà de comprendre comment on fonctionne et comprendre qu'on a des besoins peut-être un peu différents des personnes qu'on va juger ou qu'on va décrire normosensibles. Donc ça veut dire être conscient que oui, on va réagir de façon plus intense, que oui, on va peut-être prendre les choses plus à cœur. Mais ça, au lieu de le voir d'une façon exclusivement négative, genre je rumine, je suis bloquée dans le stress, je suis bloquée dans l'anxiété, je suis fatiguée, je me suis épuisée en fait, je sais pas m'arrêter parce que j'ai cette recherche de vouloir aller toujours plus fort, toujours plus loin, toujours un peu plus précis, etc. Ok, bon bah j'en ai pris conscience et déjà c'est de poser un regard bienveillant sur soi en disant ok, je sais que c'est juste mon cerveau qui fonctionne comme ça. Et se rassurer, enfin, je pense que tout entrepreneur, même les pas sensibles ou les moins sensibles, ben, ils doutent aussi, ils se prennent des claques de la même façon quand ça marche pas et ils se posent des questions. C'est juste qu'ils arrivent à peut-être passer un peu plus vite à autre chose. Mhm. Donc, ben, plus en fait on va reprendre le contrôle sans se laisser embarquer dans ces émotions et ces ruminations qui vont nous submerger et nous empêcher de passer à l'action, ben, c'est de se dire, ok, je sais que je fonctionne comme ça, donc ben, je vais faire un travail sur moi déjà de me reposer, de Mhm. prendre des moments au calme, de décrocher, parce que je pense que vraiment, cette question de l'environnement qui va être hyper stimulant, et quand on est en lancement notamment, ben, c'est se laisser des petits moments de pause et c'est accepter que derrière, on va peut-être avoir besoin d'un moment pour se ressourcer,
c'est un moment pour récupérer notre énergie. Et puis aussi utiliser ben, cette sensibilité comme une force, pas la voir seulement comme un boulet qu'on traîne à notre pied, c'est se dire, bah ouais, mais effectivement, quand je suis sensible, j'ai quand même une perception peut-être plus fine de certains comportements, de certaines émotions. Je suis dans l'empathie. J'ai observé des choses que peut-être d'autres personnes n'ont pas observées. Comment je peux l'utiliser pour me connecter plus profondément à ma communauté, à mes clients, etc., pour ben, peut-être leur vendre quelque chose qui leur corresponde encore plus, leur créer des produits qui leur parlent complètement. Et du coup, ça peut aussi nous aider à créer un peu ben, notre storytelling, notre copywriting de façon plus sensible, justement, avec plus de nuances, avec plus de créativité, avec ben, peut-être un engagement plus fort aussi enfin, dans certaines choses. Donc, je trouve il y a plein de côtés positifs. Et puis peut-être aussi, moi, la dernière chose, bah, c'est peut-être d'utiliser sa sensibilité comme un argument, c'est-à-dire de je te comprends et du coup, ben, je vais te proposer aussi quelque chose qui est pleinement adapté à toi, si toi aussi tu es hypersensible, si c'est un peu ta cible. Et puis aussi, eh ben, c'est de savoir fixer des limites, et ça, je pense que c'est valable pour tous les entrepreneurs, qu'on soit hypersensible ou pas hypersensible, c'est des limites dans notre offre, c'est-à-dire être bien conscient de ce que contient notre offre et ce qu'elle ne contient pas, et de ce qu'on va laisser aux gens, à nos clients et même à nos prospects, à notre communauté, de faire ou de ne pas faire. Et je pense que ça, en tant que sensible, c'est peut-être un piège dans lequel on tombe, de d'être trop peut-être bienveillant, trop compréhensif, trop dans, ben, je veux dire, les entrepreneurs peuvent manipuler, mais les clients peuvent manipuler volontairement ou non. Et du coup, venir appuyer sur certaines cordes sensibles, ben, plus on va les connaître, plus on va se dire, ben non, moi là, j'ai beau être empathique, je peux pas porter tout ça pour mon client. J'ai beau comprendre que là, il est dans une certaine souffrance, je peux pas la régler à sa place. Et c'est se remettre chacun, en fait, à la bonne place. Ça, je pense que c'est capital pour survivre en tant qu'entrepreneur dans le monde de la sensibilité. Et si peut-être, tu vois, en parlant, je dis ça parce que tout à l'heure, je te disais que notre cerveau est très, très impacté par les émotions négatives et va beaucoup plus se focaliser sur le négatif que sur le positif. Et bien, c'est de se nourrir au quotidien des retours positifs qu'on a. Parce que en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur sensible, dès qu'on va avoir une critique, un commentaire négatif ou agressif sur nos réseaux, sur notre site, sur nos mails, eh ben on va ruminer, on va le prendre pour nous, on va être vraiment très très blessé et on va avoir du mal à sortir de ça. Et pour venir contrebalancer ça, c'est peut-être se créer son propre petit carnet de choses positives avec ben, des retours super positifs qu'on a eus, que ce soit juste sur des publications ou juste sur des offres qu'on a pu faire ou des résultats que nos clients ont eu l'impression d'obtenir grâce à nous, et de s'en nourrir régulièrement pour apprendre à notre cerveau aussi à contrebalancer et à faire ce truc, ben, toi tu te focalises sur le négatif, mais il y a quand même plein de positifs. Et donc c'est reprendre un peu cette perspective d'aller chercher du positif en sachant que notre cerveau va malgré tout souvent se concentrer sur le négatif. Ça s'appelle le biais de négativité. C'est un biais cognitif qui est bien connu, Tu quoi. as mis le doigt sur plein de points d'entrepreneurs avec des difficultés qui sont claires. En fait, quand je t'entends parler, je comprends qu'il faut vraiment aussi qu'on s'entraîne. En fait, c'est comme si c'était un Mm. muscle Ouais. qu'il faut adapter, qu'il faut éduquer, qu'il faut nourrir, en fait, pour être sûr que bah, il va pas nous impacter autant dans la négativité, mais plus dans la positivité. Et il y a un terme que tu as dit que j'aime beaucoup, c'est on est tout le temps connecté, on est tout le temps demandé, on est vraiment en surexposition. Et moi, il y a un terme que j'aime utiliser qui est vraiment le mot MAUX invisible des Mm. entrepreneurs. C'est qu'en fait, ton cerveau, il ne s'arrête jamais. Non. Tu es tout le temps en Mm. train de penser. En fait, quand tu es devant l'ordi, tu es focus sur ce que tu fais. Quand tu es dans la douche, tu vas penser à autre chose, mais directement, immédiatement, tu vas avoir une idée business parce que tu étais dans un truc complètement différent. Quand tu es au lycée, c'est pareil. Quand tu vas regarder une série ou un film, c'est tout le temps, tu es constamment connecté. Comment est-ce qu'on fait quand on pense trop? Est-ce que c'est possible? Moi, plus d'une fois, hein, je me revois le dire au quotidien, mais désolé de l'expression, mais putain, j'aimerais bien débrancher le fil, quoi. Est-ce qu'à un moment, on peut juste mettre le bouton off et ça n'arrive jamais? Mais du coup, je en profite de t'avoir avec moi pour te poser la question, si d'autres entrepreneurs se retrouvent également dans ce cas, comment on fait?
quand on n'arrive jamais à débrancher. Bah, tu vois, hein, ce que je te disais, designer du bouton pause du cerveau, parce que vraiment, c'est quelque chose qui revient hyper souvent chez des gens que j'accompagne, de me dire, mais on peut plus en fait d'être bombardé soit d'idées qui peuvent être intéressantes mais je n'ai pas l'espace, soit de ruminations qui sont pas forcément très positives et qui me font du mal. Comment on fait? Je reviens sur ce que tu as dit et je pense que ça c'est fondamental et il n'y a pas de recette magique et clairement c'est un entraînement et ça demande, je suis désolée, hein, ça va pas plaire à beaucoup de gens et ça plaît pas dans le discours actuel où on veut que les choses soient faciles, on claque des doigts et c'est atteint. Mais je prends très souvent cet exemple. Si demain tu veux courir un marathon, tu vas pas te dire demain je cours le marathon, tu mets tes baskets et tu y vas. Déjà, tu n'auras peut-être pas de baskets. Donc déjà, il va falloir que tu achètes tes baskets. Non, mais tu vois, c'est tout bête. Mais en gros, c'est de se dire, OK, d'où je pars, où est-ce que je veux aller et comment je construis ça. Et c'est effectivement un entraînement quotidien ou en tout cas régulier a déjà, moi, le premier conseil que je peux donner, c'est de se dire, d'essayer de se choper en train de le faire. Ah, ok, je suis en train de partir en cacahuète sur telle réflexion que j'ai eue. Là, je suis en train de partir sur des idées, etc. Là, je suis avec des amis et en fait, je suis censée être à discuter, à papoter, etc. Et je suis partie dans ma tête et je suis en train de partir sur, tiens, j'ai une idée, etc. Déjà, c'est peut-être d'avoir quelque chose, et notamment ça pour les gens qui sont, c'est un exemple qu'on entend souvent, mais je trouve qu'il fonctionne bien. Pour les gens qui ruminent la nuit, ça empêche de dormir, d'avoir une feuille, un papier, un bloc pour noter. Parce que des fois, ça peut être vraiment une espèce de to-do list. Faut pas que j'oublie ça demain, ou etc. Et ça, en gros, ben, pour les gens qui ruminent, ça va être infernal. Ils vont jamais réussir à dormir. Donc, la nuit, c'est bien de se dire, OK, je suis là-dedans, j'allume la lumière, je note. Je note ce qui se passe dans ma tête pour du coup le sortir de ma tête. Et ça, c'est le deuxième conseil super important que je peux donner, c'est de sortir les choses de sa tête. Ça veut dire soit en parlant tout fort, voilà, ça peut être déjà parce que clairement, le cerveau fait vraiment la distinction entre ce qui est dans notre tête, même si on se raconte une histoire, on va pas utiliser des phrases bien faites, etc. C'est des choses qui tournent comme ça, on les chope pas vraiment. Rien que construire une phrase pour les dire, ça va permettre au cerveau de le rationaliser et de le poser autrement. Donc déjà, le dire, que ce soit à quelqu'un d'autre ou à nous-mêmes, l'écrire aussi peut fonctionner. Et puis essayer d'en faire quelque chose. Parce que quand ça tourne comme ça, c'est qu'en gros, notre cerveau, il est en mode, c'est un problème, il faut que je trouve une solution. Donc c'est déjà de se poser cette question, est-ce que c'est vraiment un problème? Et des fois, tu vas te dire, ben non, c'est pas un problème. Si c'est un problème, est-ce que j'ai une influence immédiate? Parce que j'ai quelque chose que je peux faire de façon immédiate qui va le soulager. Oui, non, oui, ben, je le fais. Non, bah, qu'est-ce que je peux faire immédiatement pour me calmer ou pour est-ce que j'ai une première étape que je peux faire maintenant, etc. L'idée, c'est en fait de passer à l'action. Plus tu restes dans ta tête, plus ça tourne, moins tu fais de choses, plus ça tourne parce que ça reste dans ta tête et que ton cerveau est régler des problèmes. Tant qu'il n'a pas la solution, ça va tourner. Une fois que j'ai enregistré un épisode de podcast, je te remettrai le numéro enfin, de l'épisode parce qu'il y a un épisode que j'ai enregistré justement sur les ruminations et sur le bouton pause. Et aussi, en fait, je finis juste là-dessus, enfin, sur la question des pauses. Peut-être arrêter de se dire que trop penser, c'est un problème. En fait, c'est pas se poser mille et une questions qui est un problème, c'est de vouloir répondre aux mille et une questions en même temps et tout le temps. En fait, c'est plutôt de prendre du recul et se dire, OK, bah, c'est cool en fait d'avoir mille et une idées et d'avoir plein de pensées parce que ça me rend créative, ça me rend dynamique, ça me permet de faire plein de choses. C'est juste que des fois, ben, je peux pas répondre à tout. Et en gros, je pense que souvent, quand on ne peut pas répondre à tout, on se dit, ben ouais, mais ça va être perdu, on va l'oublier, on va rien en faire. Et ça, ben, ça génère l'hormone du stress et qui est une hormone négative, hein, c'est l'aversivité à la perte. On n'a pas envie de perdre ça. Donc, du coup, c'est négatif. Donc, ça entraîne notre cerveau à dire non, je veux pas ça. Donc, je continue à ruminer. Donc, c'est plutôt de se dire, OK, bah, je le note quelque part, avoir des petits carnets d'idées en tout genre, de pensées en tout genre, de solutions à trouver pour plus tard. Et puis après, ben, c'est aussi notre hygiène de vie, quoi, en fait. C'est aussi faire du sport, bouger, enfin, avoir des moments où on se pose dans la nature. La nature fait beaucoup de bien aussi et des fois, sans penser, elle va nous amener des réponses à des choses sur lesquelles on était bloqué depuis un moment. Avoir des relations avec des amis, savoir parler, échanger, ou aussi savoir rester sur son canapé à rien faire pendant un moment. Et, scroller en permanence sur Insta, c'est pas forcément toujours la bonne solution non plus.
Du coup, prendre conscience, l'écrire Ouais, pour le dire et le sortir de sa tête. ouais, le sortir et s'entraîner et Ouais. vraiment faire en sorte d'éduquer notre cerveau. Et si on veut justement faire ce travail avec toi, d'éduquer vraiment, parce qu'on en a bien Mm. conscience, hein, je pense qu'il n'y a aucune personne qui nous écoute qui pense que c'est avec une baguette magique et en 2 jours on va changer notre perception. C'est un travail quand même qui prend du temps. Mais si on veut quand même l'accélérer avec les bonnes méthodologies, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi, pour faire partie justement de ces fameuses sessions de coaching ou d'accompagnement que tu mets en place? Donc aujourd'hui, il y a différentes façons de travailler avec moi qui sont en train d'évoluer parce que je suis en train de travailler justement sur un programme et un outil qui aide à cette gestion des solutions où on se sent envahi par nos émotions ou nos pensées en direct. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que je travaille avec des clients ou des patients, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro, qui trouvent les solutions dans l'après-coup, dans le cabinet, et puis qui reviennent et qui me disent, mais punaise, j'avais compris, hein, j'avais compris le mécanisme, mais aujourd'hui, dans la vraie vie, en fait, à chaque fois, je me laisserai happer par tout ça et je suis découragée, j'y arriverai jamais, etc. L'idée, ben, c'est cet outil que je suis en train de construire et c'est un programme que je vais sortir à la rentrée, c'est d'avoir vraiment des outils à dispo sur lesquels on va s'entraîner. On va s'entraîner sur des situations anciennes, puis sur des situations au quotidien pour que la personne devienne complètement autonome dans la gestion. Donc ça, c'est le programme qui va sortir à la rentrée. Et puis sinon, bah, j'ai effectivement, moi, la Fabrique Feel Good, qui est mon membership mensuel, un abonnement où quelque part, en gros, chaque mois, il y a un thème et l'idée, c'est de travailler un thème pour mieux se connaître, comprendre son fonctionnement, déterminer un peu quelles sont ses croyances, mais aussi ses petits schémas dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est un travail un peu, on se dit, ouais, c'est un peu bête, des fois les sujets ne me parlent pas, mais moi, j'ai un process qui fait que systématiquement, j'amène les gens à se poser des questions, à regarder les choses à travers un autre angle. Donc, c'est quelque chose que j'encourage parce que c'est justement muscler un peu. C'est comme un peu aller à la salle de sport et muscler sa capacité à sortir du négatif, à l'utiliser comme un tremplin, etc. Après, j'ai des consultations one-on-one que j'abandonne progressivement, mais j'en ai encore pour l'instant. J'ai des créneaux à dispo, notamment pour l'été. J'aime mieux travailler dans la durée, pas forcément sur une période très longue comme les thérapies où on sait que c'est du CDI. Là, c'est plutôt du CDD. Mais j'aime travailler dans la durée parce qu'une session en elle-même, souvent, ben, on se dit, ah ouais, j'ai compris. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est parce qu'on comprend intellectuellement les choses que derrière, on sait mettre en place le changement qui va aller bien, en fait. Complètement. De toute façon, je vais mettre tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Si vous voulez également aller écouter le podcast de Bénédicte, je vous mettrai bien entendu le lien. Comme ça, vous allez petit à petit pouvoir muscler le cerveau et muscler également votre perception et la manière dont vous allez réagir et vivre également votre quotidien, que ce soit du côté pro, mais également du côté perso. Un grand merci à toi, Bénédicte, pour tout ton temps. Merci à toi, Marine, c'était très chouette. C'était J'espère que j'ai pas balancé trop d'infos parce que j'ai l'impression d'avoir été très bavarde. non, Donc, mais c'était très chouette. Ça m'a beaucoup plu de transférer ces notions vraiment plus pour le côté entrepreneur parce que enfin, moi je suis entrepreneur donc je le vis aussi. Et c'était très sympa de pouvoir replonger dans tous ces éléments-là à travers un autre filtre. Donc, un grand merci de m'avoir invité sur ce avec joli grand plaisir. podcast. Avec grand plaisir. De toute façon, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à contacter Bénédicte sur Instagram et elle vous répondra avec grand plaisir. L'idée, c'est également que ça puisse vous aider et que vous puissiez le transposer dans votre vie. Donc, si vous avez un doute, une problématique ou même que vous ressentez le besoin de réécouter cet épisode de podcast, n'hésitez pas, parce que j'ai bien conscience qu'il est assez dense et qu'il y a beaucoup d'informations. Mais un tout grand merci à toi et je te dis à très bientôt. À très vite, Marine. À bientôt. Bonne journée.